La troisième table ronde de cette conférence inaugurale que l'on peut suivre bien évidemment en direct avec un thème central que l'on a abordé tout à l'heure lors des premières tables rondes qui était consacrée au temps de la paix et au temps de la crise. Le thème de cette troisième table ronde, c'est l'Europe. L'Europe qu'on voit qui est évidemment au centre du jeu. On va en parler avec Gilles de Kerchove, qui a été coordonnateur européen de la lutte contre le terrorisme pendant plus de 14 ans, de 2007 à 2021, avec les années aussi effroyables qu'a traversé l'Europe, touchée bien évidemment par des vagues d'attentats. Et on y reviendra parce que je pense que ça a profondément modifié la donne. L'intervention aussi de Caroline Vinault, qui est secrétaire générale adjointe pour les affaires européennes, en charge particulièrement des dossiers JAI, Justice et Affaires intérieures, et Jean Maffard, qui est directeur des affaires européennes et internationales au sein du ministère de l'Intérieur. Première question, Gilles de Kerchove, quels sont les mécanismes européens et les acteurs européens, justement, quand on parle sécurité intérieure, on parle évidemment de sécurité extérieure aussi et du continuum, mais quels sont les mécanismes européens saillants qui travaillent sur le domaine de la sécurité. Alors, il y avait vous, le coordonnateur, mais il y a d'autres entités, évidemment, techniques et politiques. Alors peut-être un petit rappel de contexte, c'est que Bruxelles, l'Union européenne, a commencé à s'impliquer dans les questions de sécurité intérieure à partir de l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. Mais j'ai rejoint l'Union européenne à ce moment-là, donc j'ai à peu près 26 ans d'expérience dans le domaine. Ça a été pendant très longtemps sous une forme intergouvernementale. Ce qui veut dire moyennement efficace, parce qu'effectivement, tout est à l'unanimité, et les mécanismes qui ont fait que l'Union fonctionne bien, la méthode communautaire n'était pas en place. Il a fallu attendre le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, pour qu'on utilise la méthode communautaire. Et donc ça, c'est un grand pas juridique. Mais je dirais que psychologiquement, les institutions à Bruxelles ont franchi le vrai palier, je pense, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, et encore plus après le Bataclan. Parce que après l'entrée en vigueur de Lisbonne, je pense que le discours dominant à Bruxelles était que l'Union européenne était dans une posture de grande modestie, était là pour soutenir l'action des États à travers de la législation, par exemple une directive sur la lutte contre le blanchiment, à travers des programmes financiers, à travers des exercices de normalisation, etc. Et après Charlie Hebdo, je pense qu'il y a eu une sorte de prise de conscience poussée par les États, parce que les États ont exprimé un grand besoin d'Europe. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis immédiatement après, ont défini des grands axes de travail. Le ton a un petit peu changé. Non pas que l'Union européenne, en aucune manière, ne veuille remplacer les États, mais elle a conscience qu'elle doit être beaucoup plus proactive. Et le président de la Commission de l'époque, Jean-Claude Juncker, a lancé un concept que moi j'aime bien, qui s'appelle l'Union pour la sécurité, un peu comme il y a l'Union monétaire, et qui a un potentiel de développement très important. Et j'ai la conviction que ça va se développer au cours des années à venir. Alors, dans le traité, vous avez deux notions différentes qui sont évoquées, la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Et le traité dit, en matière de sécurité intérieure, les États membres sont les premiers responsables. Et le traité rajoute, et c'était poussé par un État membre qui nous a quittés depuis lors, mais la France était de cet avis aussi, la sécurité nationale, pas intérieure, mais nationale, c'est-à-dire le domaine du renseignement, relève de la responsabilité exclusive des États membres. Alors, ça c'est mon premier point. Deuxième point, en matière de sécurité intérieure, pour répondre de manière plus précise à votre question, il y a le plan stratégique et puis il y a le plan plus opérationnel. Je vais commencer par l'opérationnel. Au cours des années, depuis l'entrée en vigueur de Maastricht, on a mis en place des agences qui sont des fournisseurs de sécurité dans les différents domaines. Europol est la plus connue, qui est l'agence de coopération policière, Eurojust, dans le domaine judiciaire, Frontex, je vais en dire un mot, c'est une agence de plus en plus importante et qui joue depuis un petit temps un rôle en matière de sécurité intérieure. Et puis il y a de plus petites agences, on n'a pas le temps de les évoquer, par exemple CEPOL, mais qui jouent un grand rôle dans la diffusion de la culture et de l'expertise policière dans l'Union et hors Union. Alors un mot sur Europol. Il y a eu une montée en puissance considérable des agences, surtout dans mon domaine, qui était le contre-terrorisme, après les attentats de Charlie Hebdo.
Et à partir de cette date, les États ont souhaité qu'Europol et Eurojust soient systématiquement impliqués dans toutes les enquêtes, ça c'est Europol, et les poursuites, ça c'est Eurojust, en matière de contre-terrorisme. Pourquoi ? D'une certaine manière, parce que une affaire comme le Bataclan, on le voit bien avec le procès qui est en cours, c'est des centaines de victimes, c'est des milliers de données qu'il faut gérer, analyser, etc. Et Europol peut apporter son analyse criminelle et sa capacité. C'est aussi des actes de coopération judiciaire qu'il faut effectuer partout dans l'Union européenne, voire à l'étranger. Et là, Eurojust peut jouer un rôle. Et au cours des années, un acteur comme Europol a développé une expertise sur le monitoring du web, en signalant aux plateformes les contenus terroristes, par exemple, a développé des choses très précises. On a développé au centre de recherche à ISPRA de la Commission une capacité de déchiffrer les téléphones portables qui sont chiffrés. Vous vous souvenez peut-être d'un conflit qui a eu lieu il y a quelques années entre le CEO de Apple et le directeur du FBI parce qu'il voulait avoir accès à un... Et donc voilà ce que peut faire Europol. Eurojust est impliqué dans des équipes communes d'enquête et c'est un instrument que les magistrats aiment beaucoup parce que ça facilite considérablement le recueil des preuves, etc. Ça, c'est le niveau opérationnel. Au niveau stratégique, on a bien sûr le Conseil européen et il est de plus en plus impliqué. On voit bien que périodiquement, il décide les grands axes de ce qu'il veut que l'Europe fasse. Et c'est important parce que ce sont les plus hauts responsables du système, hein, c'est les chefs d'État et de gouvernement, et ils ont leur expérience nationale et ils voient bien ce qu'ils veulent que l'Europe fasse. Et puis, à un niveau plus technique, on a un comité qui s'appelle le COSI, le Comité de sécurité intérieure. Je pense que Jean y a participé activement pendant de nombreuses années, qui est une idée française, qui était de faire siéger les plus hauts responsables de la sécurité intérieure des États membres, ensemble à Bruxelles, avec la Commission, avec le Service européen d'action extérieure, pour pousser à ce qu'on devienne de plus en plus opérationnel. Et puis, vous avez d'autres figures. Vous avez évoqué le job que j'ai exercé pendant 14 ans. Eh bien, c'est un peu dans un domaine particulier, parce que la sécurité intérieure, c'est évidemment bien au-delà du contre-terrorisme. C'est le crime organisé, c'est les menaces hybrides, c'est le trafic de drogue et d'autres choses. Quelqu'un qui ait un peu une vue d'hélicoptère et puisse travailler avec plusieurs communautés à la fois. Moi, je disais toujours, je dois à la fois voir la communauté du renseignement, la communauté de la police, la communauté des magistrats, les ministères de la Défense et des Armées, le secteur privé et les ministères des Finances. Et donc ça fait faire en sorte que tous ces gens travaillent ensemble à améliorer la sécurité intérieure dans le domaine en question. Ça, c'est pour la sécurité intérieure. Et je vais essayer d'abréger parce qu'il y a aussi la sécurité nationale. Ce n'est pas parce que l'Union n'a pas de responsabilité directe en matière de renseignement qu'il ne se passe rien. Les services de renseignement, depuis longtemps d'ailleurs, ont structuré leur coopération. Alors c'est moins structuré que la police, puisque la police a une agence. Eux n'ont pas une agence, mais ils ont un club, qu'on appelle le Club de Berne. Et en matière de contre-terrorisme, ils se sont structurés avec une filiale qui s'appelle le GATT, le groupe antiterroriste, qui s'est doté de plateformes d'échange, de bases de données, mais qui n'est pas structuré comme Europol. Pas pour le moment, peut-être qu'un jour ça arrivera. Et le débat qui a lieu à Bruxelles, c'est comment créer des ponts entre ce club, le groupe antiterroriste, et Europol, parce qu'il est évident que de plus en plus, la délimitation entre ce qui relève du renseignement et ce qui relève de la police est de plus en plus blurred, comme on dit en anglais, moins nette qu'auparavant. Et puis, dernier élément, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, il y a tout le volet externe, où là, l'Union européenne est de plus en plus active. Il y a maintenant un ministère européen des Affaires étrangères qu'on appelle, c'est un curieux nom, le Service européen d'action extérieure. Je trouve que ce n'est pas très marketing, mais enfin c'est comme ça, avec des délégations dans le monde entier, qui définit les projets qu'on veut soutenir à l'étranger, et dans le domaine de la sécurité intérieure, c'est considérable. Si je prends simplement la période pendant laquelle j'ai été responsable de l'antiterrorisme, on est passé de 0 € que l'on dépensait hors Europe pour soutenir des projets aidés à la coopération à peu près 1,5 milliard d'euros, ce qui est quand même assez considérable. C'est promouvoir la prévention en Égypte, c'est d'aider le Liban à se doter d'une stratégie de lutte contre le terrorisme, c'est développer les contrôles aux frontières en Libye, c'est aider au Sahel à former la police, à créer des réponses judiciaires adéquates, etc. Et pour ce faire, on s'appuie sur des experts en matière de terrorisme qui sont maintenant installés dans les délégations de l'Union et sont des gens qui ont un passé à la DGSI française, au sein du ministère français de l'Intérieur, chez Tracfin,
et de sorte qu'ils sont des capteurs extraordinaires pour déterminer les besoins des États tiers et nous permettre d'identifier les bons projets. Voilà, je dirais un peu quelques éléments de ce qui se fait à Bruxelles. Oui, pour cette présentation synthétique mais extrêmement complète. Merci Gilles de Kerkhove. On va revenir sur certains des éléments. On parlera évidemment de la coopération internationale et de ce que fait l'Europe, en partant évidemment de ce principe que la sécurité intérieure des États se construit aussi à l'extérieur des frontières des États membres, mais de l'Union européenne. Un petit mot, Jean, sur COSI, auquel vous avez participé pendant quelques années, et puis aussi le GATT et la transformation aussi de ce qu'est le GATT à l'heure actuelle et des frontières du renseignement et des services de police qui est de plus en plus blurred, pour reprendre le terme employé par Gilles de Kerkhove. Oui, Gilles de Kerkhove a évoqué l'affirmation de l'échelon européen dans les politiques de sécurité. Mais ce qui fait vivre l'Europe de la sécurité, c'est aussi, de manière symétrique, l'appropriation de l'échelon européen par les États membres. On n'est pas dans une politique bien délimitée comme le commerce ou la concurrence. Comme l'a dit Gilles, le traité de Lisbonne a tout changé, il a changé le cadre. Mais on est dans une compétence partagée et l'Europe de la sécurité, elle s'affirme petit à petit de manière très empirique. J'ai connu une période à la Direction générale de la police nationale, il y a quelques années, où on voyait arriver des grandes directives européennes sur la garde à vue, par exemple, avec des incidences considérables pour les services de police, mais qu'on avait mal anticipé parce que l'Europe s'était considérée comme quelque chose de lointain. Et donc on voyait arriver ces grands textes importants comme des contraintes exogènes. Et c'est ce qui veut dire qu'on ne se l'était pas vraiment approprié. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, mais ce qui fait vivre, je crois, cette Europe de la sécurité, c'est aussi, je le disais, vraiment de manière symétrique, c'est l'affirmation de l'échelon européen et c'est l'appropriation par les États membres. Et il se crée comme ça une sorte de dialogue et d'imbrication qui peut conduire à de grandes réussites. Alors, on évoquait à l'instant le COSI, j'y ai siégé pendant 4 ans. Alors, c'est une particularité française. La France fait siéger sa représentation permanente dans les instances du Conseil. Ce n'est pas ce que font en général les autres États membres. Mais là, on a plutôt un exemple, pour l'instant, pas très probant. C'est-à-dire que Gilles a rappelé les raisons pour lesquelles on avait créé ce COSI. Force est de constater que les discussions ils sont assez figées, pas très opérationnelles, pour te dire assez ennuyeuses. Sans doute parce que de la part des États membres, il n'y a pas encore d'appropriation suffisante de cette idée de coordination européenne en matière de sécurité. À l'inverse, ce dialogue existe dans d'autres domaines et a conduit à de très belles réussites. On pourrait citer 1000 exemples, mais celui qui me vient à l'esprit, parce que j'étais à Bruxelles à ce moment-là, c'est le règlement sur les contenus terroristes sur Internet. Je trouve que c'est vraiment là une concrétisation très très probante d'une collaboration souple, empirique, pragmatique entre le coordonnateur du contre-terrorisme, la Commission, les États membres. Et les États membres, notamment la France, l'Allemagne et à l'époque le Royaume-Uni, ont joué un rôle considérable auprès de la Commission pour qu'elle propose une initiative législative. Et aujourd'hui, dans quelques mois, va entrer en vigueur ce règlement qui va mettre en place un cadre unique au monde de régulation d'Internet, notamment en ce qui concerne la lutte contre les contenus terroristes sur Internet. Et ça, c'est le résultat, je le disais, d'un travail très pragmatique, d'un dialogue. Ce qui a motivé les États membres, c'est qu'ils ont constaté qu'il fallait que ce soit l'échelon européen qui agisse, parce qu'une réglementation nationale dans 27 États membres, ça n'aurait pas la même efficacité. Et ce que j'ai pu aussi constater, c'est que la Commission était très désireuse de bénéficier de l'expérience opérationnelle des États membres. C'est une expérience qu'elle n'a pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très intéressant pour les États membres d'avoir des fonctionnaires détachés dans les institutions européennes. Gilles évoquait les experts du contre-terrorisme qui sont dans les délégations de l'Union européenne. La France, à elle seule, d'ailleurs, a les 2/3 de ses postes. Mais du fait de ce besoin qu'a la Commission d'avoir des spécialistes compétents qui connaissent l'opérationnel, un simple, si je puis dire, expert national détaché dans une direction générale de la Commission peut avoir une influence considérable et ça concourt beaucoup à ce dialogue. Voilà, donc moi ce que j'ai vécu pendant 4 ans, c'est que cette Europe de la sécurité se faisait, je dirais, de manière très empirique, encore une fois,
parfois un peu chaotique, lente. Mais je crois que ce qui fait son efficacité, c'est vraiment ce dialogue et cette interpénétration. Oui, elle se construit, puis on en parlait dans la préparation de cette table ronde tout à l'heure. L'Europe n'est pas un corps étranger, c'est pas un pays étranger. L'Europe, c'est les États membres qui la font vivre et qui la façonnent au quotidien, et donc qui ont eu aussi une responsabilité, même si elle est empirique, dans cette construction au quotidien. Caroline Vinault, je pense que c'est aussi un constat partagé sur la manière dont l'Europe de la sécurité s'est et se construit encore aujourd'hui. Oui, en effet, et j'allais commencer par là. L'Europe, avant toute chose, c'est nous. Le principal acteur, finalement, dans la construction d'une Europe de sécurité, ce sont les États membres qui participent à la négociation au Conseil sur la base des propositions de la Commission ou sur la base de la saisine, l'autosaisine du Conseil. Et je pense ici, Jean parlait d'appropriation par les États membres. Et donc évidemment, je ne peux pas ne pas faire le lien avec cet exercice très particulier qui va commencer au 1er janvier, qui est précisément la présidence française du Conseil de l'Union européenne, présidence française de l'Union européenne, ce qui signifie en réalité présider les travaux du Conseil et donc animer, arbitrer, guider le Conseil jusqu'à ce que la négociation aboutisse et qu'on puisse progresser dans la construction d'un corpus juridique qui constitue les principaux textes sur lesquels s'appuient les actions de l'Union européenne en matière de sécurité intérieure. Et donc, c'est vrai que cette appropriation, elle a beaucoup progressé. Et je souligne particulièrement l'intérêt des présidences tournantes parce que, au-delà du travail régulier du Conseil qui fait que l'ensemble des administrations nationales sont appelées précisément à élaborer leur doctrine sur les propositions législatives ou non législatives qui sont amenées par la Commission et d'engager leurs forces dans la négociation européenne pour défendre au mieux et l'intérêt commun européen et l'intérêt national dans la négociation. Et bien, au-delà de cet exercice régulier dans la vie du Conseil, il y a cette période très particulière d'une présidence du Conseil pendant laquelle finalement c'est l'ensemble de l'administration qui est mobilisée, je dirais, dans des proportions plus importantes encore que d'habitude, puisque on a vraiment un travail d'initiative et je rends hommage bien sûr au travail qui est conduit actuellement par le ministère de l'Intérieur et en particulier par la DAUI sous la conduite de Jean Maffard, qui fait un travail extraordinaire précisément pour vraiment amener l'ensemble des fonctionnaires qui, au sein du ministère de l'Intérieur, sont amenés à un titre ou à un autre, à un moment ou à un autre, à avoir un avis, à avoir une expertise à apporter dans la négociation européenne. Alors, cette négociation européenne, en franco-français, on a donc le secrétariat général des affaires européennes, qui est un service du Premier ministre et qui a la responsabilité de coordonner finalement les positions de l'ensemble des ministères pour définir ce que sont nos positions de négociation dans l'ensemble des négociations à Bruxelles. Sur la filière JAI, on travaille évidemment beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, qui est très souvent chef de file sur les textes sur lesquels on travaille, mais aussi le ministère de la Justice, ça peut être Bercy, le Quai d'Orsay, le Minarme, on peut avoir le CNUM sur un ensemble de textes qui ont trait au secteur numérique. Et donc ce travail de coordination interministérielle qui est très établi en France, que n'ont pas tous nos partenaires européens, ce qui parfois donne des négociations un peu compliquées quand on a des positions qui ne sont pas nécessairement calées d'une filière à une autre chez certains partenaires. Mais donc en tout cas, c'est un exercice qui nous permet aussi en interne de nous préparer utilement, efficacement à cette négociation. Il y a deux autres acteurs quand même que je voudrais mentionner, bien sûr. La Commission, qui est essentielle. D'une part, elle a le pouvoir d'initiative législative. Et au cours des dernières années, c'est vrai que la Commission a quand même beaucoup travaillé, nous a permis d'avancer beaucoup sur la construction encore une fois, d'un corpus juridique, alors non seulement de création d'agences, définition des mandats, révision et actualisation des mandats des agences. La Commission travaille aussi sur la gestion des instruments financiers, puisqu'elle gère le budget de l'Union européenne. Donc ça, c'est un outil très important aussi qui nous permet de financer nos politiques à la fois sur la sécurité intérieure et, comme le disait Gilles de Kerchove, sur le volet international qui contribue finalement à
préserver ou en tout cas prévenir l'instabilité et les conflits dans notre voisinage et dans notre environnement plus lointain. Et puis la Commission fait aussi un travail très important de définition doctrinaire, si je puis dire, ou de propositions doctrinaires avec un ensemble de stratégies dans lesquelles, donc ça peut être sur le contre-terrorisme, sur la criminalité organisée, sur le trafic d'êtres humains, donc vraiment tout un ensemble de textes qui permet aux États membres d'abord d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble des instruments européens qui sont mobilisés au sein de la Commission, au sein des agences et au-delà, et de contribuer aussi à l'élaboration de cette doctrine. Et puis un troisième acteur qui est très important, c'est le Parlement européen qui participe à la colégislation et qui est un acteur avec lequel donc on travaille énormément. Et Jean Maffard a cette expérience de la négociation en trilogue avec les parlementaires. C'est un exercice très particulier qui nécessite de bien connaître l'environnement politique, les dynamiques politiques internes qui se jouent notamment au sein de la commission Libé, qui est très souvent chef de file sur les textes sur lesquels on travaille dans la filière JAI. Et qui nécessite là aussi de projeter nos préoccupations en matière de sécurité intérieure dans un environnement qui va précisément au-delà d'un environnement uniquement national, mais vraiment d'avoir à l'esprit cet intérêt européen, cet intérêt commun et aussi l'ensemble des dynamiques politiques qui s'y rattachent. Gilles de Carreau, vous disiez pour résumer tout à l'heure, quand on s'est vu en début d'après-midi, l'Europe elle a un triple défi. Partager les sujets, partager les compétences et puis concocter une politique européenne. C'est une triple ambition, un triple défi. Ça suppose d'abord qu'on ait les bons capteurs. Ça a été bien dit. Il faut qu'il y ait une appropriation par les États membres et que l'expertise soit partagée et se reflète à Bruxelles. Effectivement, moi j'ai connu les débuts de la Commission dans le domaine de la sécurité intérieure. C'est une toute petite task force au secrétariat général et maintenant c'est une grande direction générale avec une palette de compétences et d'expertise assez remarquable. C'est aussi arriver à mobiliser d'autres politiques. Parce que la sécurité intérieure, c'est pas que le ministère de l'Intérieur. La sécurité intérieure, c'est la défense nationale, à certains égards, c'est le ministère de la Justice, qui joue un rôle quand même très important, c'est toutes les politiques de contexte et d'amont, l'éducation, la culture. Un des grands défis auxquels moi j'ai été confronté quand j'ai commencé mes fonctions, c'est que j'ai essayé de trouver dans les autres directions générales de la Commission un intérêt pour essayer d'inscrire certaines de leurs priorités dans un objectif de sécurité intérieure. Par exemple, la prévention du terrorisme, et je ne veux pas du tout ouvrir ce débat sans fin, parce qu'en France, il a souvent animé les débats de savoir quelles étaient les motivations qui conduisaient à la radicalisation, mais moi j'avais une approche assez pragmatique, je me suis dit il faut travailler sur la palette entière des ingrédients de la radicalisation. Et donc je suis allé voir la direction générale en charge de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, des sports, en disant vous pouvez jouer un rôle très important. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que les questions de sécurité souvent font peur. Troisième niveau, un sujet sur lequel j'ai été très actif les 2 ou 3 dernières années, c'est la digitalisation de la sécurité. Le fait qu'aujourd'hui, par le fait de l'émergence de technologies dites de rupture, l'intelligence artificielle, la chaîne de blocs, l'ordinateur quantique, l'impression 3D, les nouveaux matériaux, la militarisation de l'espace, etc., on est obligé de penser à l'aspect négatif que toutes ces technologies peuvent poser, mais aussi à tout le potentiel pour faire en sorte que la justice et la sécurité intérieure soient plus effectives. Mais le problème, c'est qu'à Bruxelles, je dirais que les gens en charge de la sécurité intérieure n'avaient pas tellement anticipé cette transformation digitale. Et que donc, il n'y avait pas un vrai lobby au sein de la Commission européenne pour essayer de pousser cette dimension. Avec comme conséquence que, par exemple, la DG qui s'occupe de tout ça, qui s'appelle la DG Connect, craignait un peu la sécurité intérieure. Elle voyait plutôt derrière l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, le modèle chinois de contrôle social. Et donc, les textes qui sortaient de la Commission étaient plutôt assez négatifs sur la sécurité. Et donc, j'ai beaucoup poussé pour qu'on crée une expertise, pour constituer, je n'ai pas peur de le dire, une sorte de lobby qui puisse faire valoir un autre point de vue. Non pas qu'il faille se cacher les risques,
Au contraire, il faut les aborder sainement, mais pas avec des sentiments de crainte. Bon. Et donc, c'est en train de se faire. Donc, je dirais que c'est le deuxième. Et puis, dernier aspect, c'est ce que vous avez évoqué, et je le partage aussi. Si, au sein du Conseil, par définition, comme les États sont là, on a l'expertise nationale, si au sein de la Commission, elle a progressé, au Parlement, il y a encore un travail qui doit être effectué. On a une commission des libertés publiques, comme son nom l'indique, qui est beaucoup plus liberté publique que sécurité, et qui est plutôt assez opposée à toute législation qui tente à constituer, à prélever de nouvelles données, comme les données sur les passagers, ce qu'on appelle le PNR, ou d'autres nouveaux mécanismes, nouvelles bases de données, le développement de la biométrie, la reconnaissance faciale, etc. Le Parlement vient d'adopter une résolution contre la reconnaissance faciale pour aller plus loin que la Commission. Et donc là, il y a, à mon avis, encore un travail à faire. Et dernier acteur, on n'en a pas parlé, mais cet acteur s'est imposé ces dernières années, c'est la Cour de justice. Parce que la Cour de justice, dans une série d'arrêts, notamment grand défenseur de la vie privée, surtout à la suite des révélations de Snowden, je pense que les juges se sont dit il faut qu'on marque un temps d'arrêt, éviter que l'Europe ne devienne, comme les États-Unis, un État de la surveillance totale qui collecte toutes les données sur tout le monde à tout moment. Et quand on voit la jurisprudence de la Cour, après les révélations de Snowden, on a une série d'arrêts extrêmement exigeants, et pour les ministères de l'Intérieur, parfois trop exigeants. Et donc, là aussi, il y a la question, non pas simplement de l'équilibre, mais aussi la question de l'expertise. Et pendant le déjeuner, j'évoquais avec Jean, je pense qu'un projet que je n'ai pas pu finaliser moi-même, mais qui me tenait beaucoup à cœur, c'était au fond de faire un peu ce que fait les États-Unis, où chaque année, vous avez une réunion assez discrète entre des juges de la Cour suprême, les patrons de la tech, de la Silicon Valley, et les policy makers, les gens qui font la politique, pour qu'ils échangent leurs préoccupations, qu'ils se nourrissent les uns les autres avec leur angle d'expertise, pour essayer de trouver des solutions pragmatiques. Et ça, c'est encore work in progress, quelque chose qu'on doit faire chez nous. Voilà. Jean, j'ai vu que vous acquiesciez très souvent aux propos de Gilles de Kerchove, justement sur tout ce travail de fond à faire et qui améliorera grandement et qui peut améliorer grandement le travail de Cobas. Oui, tout à fait. Ça illustre ce besoin de dialogue, encore une fois, que à contrario, d'une certaine manière, démontre certains arrêts de la Cour de justice. Je crois que ce dialogue est extrêmement important et l'idée qu'évoque Gilles de Kerchove mérite d'être explorée, je crois, avec Caroline. Dans la perspective de la présidence française, il nous reste encore 2 mois et demi pour essayer peut-être d'avancer dans la concrétisation de cette idée. Il y a une autre chose à laquelle j'acquiesçais peut-être, il faut que je fasse attention à ne pas trop acquiescer, mais c'est le caractère vraiment multidisciplinaire de ce que c'est qu'aujourd'hui une politique de sécurité. Et sous le contrôle de Gilles de Kerchove, c'est particulièrement vrai en matière de contre-terrorisme. Il y a un livre, je crois, de 98 qui s'appelle, il me semble, Le contre-terrorisme à la française, où les grands chefs des politiques de sécurité des années 80-90 sont interviewés. Et il y a une interview de Marcel Chalet, ancien DST, qui explique que historiquement la DST s'est construite sur le contre-espionnage, mais que maintenant elle doit faire du contre-terrorisme, mais elle va le faire avec les méthodes du contre-espionnage. Et ça, c'est en 98. Aujourd'hui, on n'est plus là du tout. Il y a encore 20 ans, le contre-terrorisme, c'était l'apanage dans des cercles restreints des policiers et des agents de renseignement. Aujourd'hui, tout le monde admet que c'est une politique multidisciplinaire parce qu'il faut traiter le numérique sous toutes les dimensions que Gilles de Kerchove a évoquées. Il faut traiter les flux financiers, la politique de contre-radicalisation également. Et ça, comme l'a dit Gilles, je crois que ça doit inciter l'Europe à travailler de manière multidisciplinaire, mais c'est aussi ce qui justifie l'échelon européen lui-même. Parce qu'en fait, un grand nombre de ces politiques, contrairement à la sécurité nationale, qui est consacrée comme une politique nationale par les traités, ce sont des politiques qui soit sont déjà des politiques européennes, soit sont plus pertinentes à l'échelon européen. J'ai évoqué tout à l'heure, nous évoquions la régulation du numérique. C'est vraiment l'exemple typique d'une politique qui ne peut se mener aujourd'hui de manière pertinente, pas seulement à l'échelon européen, mais en grande partie à l'échelon européen. Et il y a une autre raison, je crois, pour laquelle les politiques de sécurité font un mouvement vers l'échelon européen.
c'est le besoin d'échanger, parce que nous sommes confrontés à des phénomènes nouveaux, et il y a un besoin qui est flagrant d'échange d'expériences, d'échange de bonnes pratiques. Un exemple tout bête, qui pourtant relève pleinement, je crois, de la sécurité nationale, c'est ce qu'on appelle à Bruxelles les Foreign Terrorist Fighters, c'est-à-dire les combattants terroristes étrangers. Un grand nombre d'États membres en ont, qui sont encore coincés là-bas, et leurs familles. C'est une compétence strictement nationale, et pourtant on a besoin de se concerter entre États membres pour savoir comment chacun fait, quelle est l'approche du phénomène par chaque État membre, quels conseils on peut échanger, etc. Et toutes ces tendances font qu'on ne peut plus raisonner, c'est devenu une évidence, mais ça ne l'était pas il y a encore 20 ans, on ne peut plus raisonner de manière rigide en opposant l'échelon européen et l'échelon national. Oui, c'est un raisonnement qui évidemment n'est plus possible, Caroline Vino. Oui, en effet, pour revenir en fait à mon premier point, l'Union européenne, c'est d'abord nous. Il y a effectivement, et vous faisiez référence à la Cour de justice, il y a des frictions, il y a des moments et des sujets de friction entre ce qui relève de la compétence nationale, ce qui relève de la compétence européenne ou partagée, et qui nécessite nécessairement de se mettre finalement au niveau des 27. Et pour nous, Français en particulier, c'est parfois assez compliqué d'accepter, de comprendre que certains de nos partenaires européens ne perçoivent pas la réponse à certains défis de sécurité intérieure de la même manière que nous. On a un certain nombre de négociations sur lesquelles des éléments de position sont pour nous relèvent de l'évidence, parce que nous avons des services qui sont efficaces, qui sont structurés, parce que nous avons une tradition ancienne, parce que voilà, on est très présent sur le terrain, y compris à l'international. Certains de nos partenaires européens n'ont pas ce niveau je dirais, d'investissement des politiques publiques en matière de sécurité. Et donc, il faut aussi comprendre, alors à la fois qu'il y a parfois des demandes d'Europe de leur part, là où peut-être nous, dans la négociation, nous serions prêts, peut-être pas prêts à aller aussi loin, dans la coopération ou le partage des compétences, bien souvent pour des raisons opérationnelles. Et puis, il y a des situations dans lesquelles, tout simplement, nos partenaires n'ont pas les moyens opérationnels que nous avons, nous, à titre national. Et donc, là aussi, sont demandeurs pour que les différents acteurs, les agences, le coordonnateur, soit la commission, soit armée pour y répondre. Il y a aussi une question de crédibilité, et vous parliez de l'expertise. C'est vrai, peut-être un peu moins vrai sur la sécurité intérieure maintenant, parce que comme vous le rappeliez, la Commission a quand même énormément progressé. Sur la sécurité à l'international, on en est au balbutiement, on en est au début. Il y a eu vraiment beaucoup de progrès depuis la stratégie globale de l'Union européenne en 2016. Depuis, petit à petit, l'Union européenne se révèle et parfois s'impose comme un partenaire de sécurité pour des pays tiers, parce que nous avons, alors pas nécessairement des armes, en tout cas à l'échelle européenne, mais nous avons, comme vous le disiez, un savoir-faire, une expertise en matière de gestion des frontières, en matière de formation, en matière de définition de stratégies de sécurité. Et puis il y a aussi, bon là ça va beaucoup plus loin, mais finalement ce que l'Union européenne peut apporter à la fois en interne, dans son environnement proche, je pense en particulier au voisinage méridional et oriental, mais aussi plus loin au-delà, par sa projection normative. L'Union européenne est aussi un vecteur de stabilité et de sécurité. Et ça nous amène au deuxième point, peut-être un peu trop vite, mais en tout cas, là, il y a à la fois un défi de crédibilité pour l'Union européenne, qui n'est pas en tant que tel un acteur qui a les moyens, je dirais, militaires, par exemple, hein, mais malgré tout, qui de plus en plus est perçu comme un acteur pertinent en matière de sécurité, et d'une sécurité qui contribue à notre sécurité intérieure, que ce soit sur la prévention du terrorisme ou la prévention de la criminalité organisée.
ou d'un certain nombre de phénomènes comme le trafic de stupéfiants sur lesquels on a des dialogues et des coopérations qui sont très élaborés avec un nombre croissant de partenaires. Alors vous parliez de ces coopérations justement à l'étranger, menées sous l'égide de l'Union européenne ou avec des financements européens par le biais des États membres. Et c'est le cas par exemple de Civipol, qui est l'opérateur français du ministère de l'Intérieur et qui est aussi organisateur de ce salon. L'Europe aussi qui déploie des outils. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot justement comme l'outil qui est en cours de déploiement et qui s'appelle NDKI, qui est une illustration aussi de ce que peut faire l'Europe en matière de sécurité. Alors, je vais répondre, mais si vous me permettez, je vous en prie. être un peu plus large. Je vais dire qu'il n'y a pas que l'instrument financier. L'Union européenne apporte... D'abord, ce n'est pas une puissance coloniale. Donc déjà, dans certains endroits, elle est plus neutre qu'un État membre qui a un passé colonial. Elle est portée par elle est souvent un petit peu trop généreuse d'ailleurs. Très souvent, il m'est arrivé à Bruxelles de dire est-ce qu'on ne pourrait pas commencer la réunion en regardant d'abord quels sont nos intérêts. Parce que je dirais le tropisme des fonctionnaires à Bruxelles, c'est les nice guys qui veulent faire plaisir et comment on peut aider. Parfois, on a envie de dire oui, mais enfin, il y a aussi un retour. Bon. Et nous avons des capacités de projection, pas simplement. On a la politique. Ce n'est pas rien d'avoir un contentieux avec l'Union européenne ou d'avoir un soutien de l'Union européenne pour un chef d'État, etc. Donc ça, c'est le dialogue politique. Nous avons des projections quand même de militaires et de policiers, de douaniers, ce sont les missions PSDC. Et on est quand même très engagé dans le Sahel, on forme l'armée, on forme la police, etc. On a des opérations dans plusieurs pays du monde, dans des endroits chauds. On a les agences dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je pousse beaucoup à ce que les agences puissent développer des accords concrets de coopération de sorte que Europol puisse travailler à échanger des données, parce qu'on a besoin des données. C'est notre intérêt aussi, c'est l'intérêt des partenaires, Eurojust, etc. Et puis, il y a l'instrument financier. C'est vrai. Alors, le NDKI, je ne pourrais pas vous en donner la traduction française, Neighborhood Development and International Cooperation Agreement, Instrument, a cet avantage qu'il reprend un certain nombre d'autres programmes financiers qui existaient auparavant et ça va devenir l'instrument de référence. Alors, il est à 90% à vocation géographique et il est à 10% à vocation thématique. Et dans ce cadre-là, il y a effectivement une dimension très importante pour la sécurité parce qu'on veut essayer d'identifier les menaces émergentes et les menaces à caractère global ou interrégionaux. Et donc pas simplement s'occuper d'un pays, mais d'un phénomène qui est souvent d'ampleur internationale. Alors là, c'est assez vaste. Les sujets, c'est le terrorisme, c'est le crime organisé, c'est les menaces hybrides, c'est la protection des infrastructures critiques, etc. Mais c'est aussi les amplificateurs de menaces que sont notamment le changement climatique. On sait que malheureusement, ça va créer de l'insécurité, malheureusement. C'est la digitalisation, les nouvelles technologies. C'est une menace pour la sécurité intérieure, c'est une menace dans les pays tiers. Le jour où des gens maîtriseront les côtés négatifs de l'intelligence artificielle, ça pourra amplifier les menaces. Et puis, vous avez les menaces hybrides de type désinformation par les acteurs étatiques ou les acteurs non étatiques. Et donc, cet instrument va permettre d'amplifier, alors tout dépendra des montants qui seront alloués, mais amplifier les capacités de soutien des experts de l'Union européenne aux pays tiers où on aura identifié des besoins. Si je regarde un peu les pourcentages auxquels on songe, la grande partie, de 22 à 25% sera pour le terrorisme, 14 à 17% pour le crime organisé, 18 à 20% pour les menaces NRBC, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques, 6% protection des infrastructures critiques et 3 à 5 réchauffement climatique. C'est mon premier point. Deuxième point, il y a une démarche qu'on veut amplifier, qu'on a commencé déjà avant le NDKI, mais qu'il faut amplifier plus, et ça répond à votre souhait d'avoir une bonne articulation États membres Union européenne, c'est ce qu'on appelle maintenant le Team Europe Initiative, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la programmation en commun, c'est de faire en sorte que dans les projets concrets, il y a un financement national français et un financement européen, parce que ça ajoute, ça démultiplie les forces. Puis troisième élément, tout ça repose sur l'expertise à nouveau. Et donc, vous avez parlé de Civipol, il est très important pour mes collègues qui doivent monter des projets concrets d'avoir le meilleur expert de Tracfin, l'expert de la DGSI ou du ministère de la Justice sur le terrain pour aider le ministère de la Justice du Mali, en Ukraine, que sais-je, dans le monde entier.
Le problème, c'est que souvent, nos ministères de l'Intérieur, nos agences ont eux-mêmes des défis à résoudre et n'aiment pas tellement se séparer de leurs meilleurs experts. Et donc, il y a toujours une tension permanente. Je me souviens de débats, mais il y a très longtemps, où un ministre de l'Intérieur français avait dit « Écoutez, mes policiers, moi, je les veux dans les banlieues, je ne les veux pas à Kaboul. » Et nous disions « Oui, mais à Kaboul, il y a une source des problèmes dans les banlieues. Et donc, il faudrait essayer de trouver le bon équilibre. » Donc, je vois un peu ces trois dimensions. C'est un programme qui va simplement amplifier ce qu'on fait. Et je pense qu'on apporte pas mal de bonnes réformes dans les pays tiers. J'en termine, il ne faut pas oublier la politique, parce que c'est très bien d'envoyer des techniciens, c'est très bien de dépenser de l'argent, mais il faut aussi une politique étrangère un petit peu plus assertive pour essayer de peser sur les choix politiques. Si je prends ce qu'on fait au Mali et au Sahel, qui est une grande préoccupation française, je suis très content de voir que dans la nouvelle stratégie de l'Union européenne, on n'est plus un peu distrait sur la dimension politique. Je crois qu'on a pris conscience qu'on a effectivement donné 9 milliards d'euros au Sahel. On a envoyé 5 ou 4 missions au PSDC, mais on n'a pas été assez exigeant sur la bonne gouvernance, sur le respect des droits de l'homme et sur la corruption. Et la conséquence, c'est que les populations qui n'ont pas le service de base, effectivement, on forme bien l'armée malienne, mais il y a parfois des dérives, ou bien il y a de la corruption dans le gouvernement. Et la population finit par être tentée de soutenir des groupes extrémistes. Et donc, dans la nouvelle version de la stratégie, on fait plus de politique, parce qu'on dit, on va peut-être pas aller jusqu'à la conditionnalité, mais on va être beaucoup plus exigeant. L'Iran... l'Iran est un pays qui déstabilise ses voisins, la Syrie, bien entendu, le Liban, l'Irak, le Yémen. Ça doit être un élément de nos négociations avec l'Iran et pas simplement le JCPOA. Donc, je dirais que c'est un élément aussi important au-delà du NDK. Merci Gilles. La politique, faire connaître aussi ce que fait l'Europe. Ça va être l'occasion, avec la présidence française de l'Union européenne à partir de janvier, de mieux faire connaître peut-être, même au sein de notre pays, les actions de l'Union européenne, notamment en termes de sécurité intérieure. Il y aura un conseil JAI qui sera organisé dans le nord de la France. Donc il y a un certain nombre d'initiatives et de rendez-vous, enfin un certain nombre, ils sont très nombreux, mais qui vont permettre aussi de montrer ce que c'est qu'au quotidien l'Europe. Oui, comme une présidence du Conseil de l'Union européenne, ça ne revient désormais qu'une fois tous les 13 ans et demi. Quand on travaille sur une présidence, on connaît peu de gens qui aient déjà participé à une présidence, et donc personne ne sait vraiment très bien ce que c'est. Et on se fait souvent une idée un petit peu déformée d'une présidence. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que le programme d'une présidence, il est largement exogène, parce qu'il s'agit de mener à bien des négociations législatives qu'on hérite de la présidence précédente dans l'état où elle l'a laissé. Et dans cet exercice-là, la présidence est astreinte à une obligation de neutralité. Mais par ailleurs, une présidence, c'est vrai, est l'occasion de faire deux choses. D'abord, mettre en exergue un certain nombre de thèmes qui nous tiennent à cœur. Par exemple, pendant la présidence, nous organiserons à la Sorbonne un séminaire européen d'une certaine audience, j'espère, sur la radicalisation. Le ministre tient beaucoup également à ce qu'on promeuve l'action contre les stupéfiants d'une part et en matière de protection civile d'autre part. C'est un thème sur lequel la France est un modèle en Europe de par ses capacités et son expérience. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qu'on peut faire pendant une présidence, c'est effectivement favoriser l'appropriation des enjeux européens que j'évoquais au début. Et nous, au ministère de l'Intérieur, nous avons essayé d'utiliser effectivement cette échéance comme une occasion de mieux faire connaître les enjeux européens au sein de l'administration. Parce que, quand je dis nous, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas que ma direction. Parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et même si on n'a pas l'occasion pendant une carrière d'occuper un poste européen, je crois qu'on ne peut plus se permettre de suivre un parcours professionnel de 40 ans sans être jamais en contact avec la dimension européenne. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de politique nationale, y compris dans le domaine de la sécurité, qui ne soit pas imbriquée avec les enjeux européens. Donc pour ça, je crois que c'est très important, cette présidence.
Merci beaucoup, Jean. Caroline, pour le mot de la fin. Je pense que vous partagez évidemment ce que Jean vient de dire sur l'importance d'avoir plus qu'un regard européen sur la manière dont nous fonctionnons. Oui, absolument. Et c'est vrai que ces 6 mois de présidence qu'on aborde avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de motivation, de dynamisme et de joie aussi, parce que c'est un moment dans lequel on peut, encore une fois, avec toute la neutralité requise dont parlait Jean, mais malgré tout, imprimer un rythme, imprimer une dynamique, imprimer des priorités aussi, des priorités politiques. Et de ce point de vue-là, sur la base du programme législatif qui est sur notre table, actuellement sur la table de la présidence slovène, et que l'on va devoir inscrire aussi dans la continuité du trio avec nos partenaires tchèques et suédois, on peut aussi faire le choix d'accélérer les négociations, en tout cas accélérer les travaux sur un texte, un autre. Et en matière de sécurité, on aura des textes quand même assez importants à négocier pendant notre présidence. Je pense à la révision du mandat d'Europol. Je pense à un texte sur les infrastructures critiques. On aura aussi un agenda numérique auquel vous faisiez référence, qui sera négocié dans d'autres filières, mais sur lesquelles les préoccupations en matière de justice et de sécurité sont très importantes, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle ou de services numériques dans le cadre du Digital Services Act. Donc il y aura quand même beaucoup de choses sur lesquelles on aura l'occasion de travailler, la preuve électronique également, et qui auront, comme ça a été dit, un impact très important sur la manière dont nous travaillerons en interne, en France, sur la manière dont nous coopérons avec nos partenaires européens, mais aussi sur la manière dont nous coopérons avec les partenaires étrangers, puisque finalement, sur tous ces sujets, il y a une dimension internationale très importante. Donc c'est une période qu'on attend avec beaucoup d'impatience et beaucoup de travail, évidemment. Alors bon courage, et puis merci beaucoup d'être venu justement au milieu de tout ce travail, venu témoigner aussi, partager ces expériences, cette vision de l'Europe, nous expliquer un certain nombre de mécanismes, et puis de parler de l'avenir. Je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement et vous remercier pour votre présence en vous souhaitant une très belle fin d'après-midi. Merci beaucoup.